Bonjour à tous, dernier cours de latin avant les vacances. Je sais que vous piaffez d'impatience à l'idée de savoir ce qui est arrivé à Caligula. Je vous rappelle que j'ai mis dans la publication le corrigé du travail que je vous ai demandé de faire sur le caractère et sur la politique de Caligula. Donc vous avez tout le corrigé là-dessus pour vérifier si vous étiez au point. Bon, évidemment, Caligula, c'est illustré par sa violence, sa cruauté, son sadisme, sa mégalomanie. Et bien sûr, quand on règne de cette façon, on ne peut pas régner longtemps. Donc, vous prenez une nouvelle feuille, vous notez séquence 4, séance 4. On ne va pas noter le titre tout de suite. Le titre de la séance précédente, c'était évidemment Caligula. Là, on ne note pas le titre tout de suite, mais vous allez voir, le suspense va être de très courte durée. Et vous notez surtout en dessous, grand 1, mort et succession de Caligula. Après tant de cruauté, Caligula est donc assassiné. Je vais vous préciser les circonstances de tout ça. Comme vous pouvez le voir sur l'arbre généalogique qu'on avait complété la dernière fois, il reste plus des masses de solutions dans la famille. Tout le monde s'est plus ou moins fait assassiner. Et finalement, Claude, vous vous rappelez, celui qui était bègue, celui qui était boiteux, celui dont on a pensé qu'il ne serait jamais empereur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas assassiné. Eh bien, Claude reste le seul membre de la famille à pouvoir régner, puisque Caligula n'a pas d'enfant mâle. Donc Claude, contre toute attente, celui qu'on avait mis à l'écart, celui dont tout le monde se moquait, celui qu'on pensait ne jamais voir régner, va se retrouver empereur, dans des circonstances un peu particulières. Vous allez voir, on va regarder le document 1 ensemble. Alors le document 1 que vous avez sur la fiche documentaire, c'est un extrait de BD, d'une BD qui s'appelle Alcibiade Didasco. Alors c'est une vieille BD, les dessins ne sont pas très beaux, les textes sont un peu longs, mais c'est une BD qui raconte l'histoire romaine. C'est un prof de latin qui a inventé une machine à voyager dans le temps et qui voyage aux différentes époques de Rome. Donc là, il se retrouve au moment où Caligula va quitter le pouvoir et laisser la place à Claude. Mettez la vidéo en pause, comme ça vous allez avoir le temps de lire un petit peu cet extrait de BD, puis on en reparle après. Comme vous pouvez le voir, Caligula est assassiné en 41, après un règne très court, 5 années. Il est assassiné par la garde prétorienne. Alors la garde prétorienne, c'est quoi ? C'est la garde rapprochée de l'empereur, c'est ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Donc Caligula est assassiné par sa propre sécurité. Bien sûr, cette sécurité était de mèche, avec une partie du Sénat qui n'en pouvait plus d'être humiliée. Et bien sûr, je vous l'ai dit, personne ne peut régner à part Claude. Alors le choix de Claude n'est peut-être pas tout à fait hasardeux. Suétone, un biographe latin, vous vous rappelez, le Paris Match de l'Antiquité, nous raconte que au moment où on est en train d'assassiner Caligula, il y a une tenture qui est au mur et on voit, les soldats voient, ceux qui sont en train d'assassiner Claude, voient la tenture bouger, ils se disent « Oh mais qu'est-ce que c'est une tenture qui bouge ?» Ils se rapprochent de la tenture et qu'est-ce qu'il y a ? Oh, la tenture a des pieds. Une tenture qui a des pieds, ce n'est pas possible. Donc ils enlèvent la tenture et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Claude qui est là, tremblant, et ils lui disent « Eh ben mon brave Claude, c'est toi l'empereur ». Alors ça, c'est Suétone qui nous raconte ça. Est-ce que c'est tout à fait vrai ? Bon, il y a plusieurs théories. Certaines disent que le Sénat a fait assassiner Caligula parce qu'il pensait que le seul successeur, Claude, serait quelqu'un de très simple à manipuler, quelqu'un qui n'ait pas beaucoup de charisme. Première théorie. Deuxième théorie, Claude n'est peut-être pas tout à fait étranger à cet assassinat, pas sûr, en tout cas il était au bon endroit au bon moment pour se faire proclamer empereur. Toujours est-il que, à la suite de cet épisode, Caligula est mort, Claude est empereur. Je vous laisse donc réécouter ce petit morceau et reprendre des notes que vous mettez dans le cours pour résumer cette situation en quelques phrases. On va maintenant passer au portrait de Claude, celui que nous donnent les historiens antiques, et notamment Suétone. Donc vous notez grand 2 sur votre cours Portrait de Claude, et je vais vous laisser lire le document 2, vous mettez en pause, et on en reparle. Donc comme vous pouvez le voir, Claude est né à Lyon. Déjà ça c'est une particularité, parce que c'est le premier empereur qui ne naît pas à Rome. Ça c'est déjà une particularité. Je vous l'ai dit, ses infirmités physiques, il est bègue, il bégaye, mais aussi le fait qu'il ait des problèmes de santé font qu'on le laisse à l'écart, on ne le prépare pas du tout au pouvoir et il a une vie assez tranquille. D'ailleurs, il a une vie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de membres de sa famille.
On le considère comme totalement incapable, on le pense comme bête, parce que dans l'Antiquité, on pense que quand on a une tare physique, on a aussi une tare mentale. Donc il voit dans Claude quelqu'un de complètement stupide, ce qui n'est pas le cas du tout en vérité. Mais en tout cas, tout le monde le considère comme ça. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il n'a pas un très grand charisme, hein. Il a un peu le charisme d'un beignet. Donc tout le monde le laisse de côté, tout le monde se moque de lui, et je vous cite le texte que vous avez lu, sa mère l'appelait une ombre d'homme, c'est-à-dire c'est même pas un homme, un avorton, une ébauche de la nature. Je précise qu'une ébauche, c'est un brouillon en fait, c'est ce qu'on fait avant de faire une réalisation. Donc elle dit de son fils, hein, Antonia dit de son propre fils que il est seulement un raté de la nature, un brouillon de la nature. Et quand elle parle d'un imbécile, c'est ce que dit Suétone, elle dit « Ah, il est plus bête que mon fils Claude ». Donc vous voyez à quel point, même dans sa propre famille, Claude est rejeté, peut-être à l'exception de Caligula, qui avait une certaine tendresse pour son oncle Claude. C'est peut-être le seul qui le détestait pas, il l'avait même nommé consul, à 2 reprises. Pour compléter ce portrait de Claude, je ne résiste pas de lire avec vous le document 4. Claude et la cour. Donc c'est un extrait que Suétone nous raconte au moment où Claude est au pouvoir, donc au moment du repas. Il nous dit: toutes les fois qu'après le repas il s'endormait, ce qui lui arrivait souvent, il était attaqué par des noyaux d'olive et de dattes. Parfois il était réveillé par un bouffon avec une baguette en bois ou un fouet comme par jeu. Il avait l'habitude d'être revêtu de pantoufles aux mains, lui qui ronflait, afin que, se réveillant soudain en sursaut, il s'en frotte le visage. Donc si vous résumez bien la situation, le mec s'endort à table. C'est preuve quand même. Les gens qui mangent avec lui, c'est-à-dire les gens qui lui sont subordonnés quand même, lui jettent des noyaux. Il y a des bouffons qui dansent et qui courent autour de lui et ils lui enfilent des pantoufles sur les mains pour qu'il se frotte le visage avec quand il se réveille. Donc vous voyez, si les témoignages de Suétone sont justes, on avait vraiment le plus profond mépris pour Claude en tant qu'empereur. Donc ça c'est important, hein, le portrait de Claude. Je vous laisse faire un petit bilan en quelques lignes, là encore une fois, du portrait de Claude et de la façon dont il est considéré par les membres de sa famille, mais aussi par l'élite. Vous prenez ça en note. Maintenant, on va s'intéresser à la politique menée par Claude, donc grand 3, la politique de Claude. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un empereur peu charismatique, qu'on est peu apprécié et qu'on veut être reconnu? Eh bien, c'est une constante dans l'histoire. Presque tous les hommes politiques en déshérence ont fait ça à un moment ou à un autre. On fait une guerre. Bien sûr, la guerre, c'est une façon de montrer qu'on est légitime, de montrer qu'on est puissant, qu'on est capable de gérer un État. Et bien sûr, dans l'Antiquité romaine, a fortiori, c'est encore plus important puisque ça permet de se faire bien voir du peuple et de récupérer des richesses qui pourront être à nouveau distribuées. Les Romains sont un peuple très nationaliste, qui se voit comme un peuple supérieur, donc aller encore conquérir de nouvelles terres, c'est aller civiliser d'une certaine façon des barbares. Donc Claude n'échappe pas à la règle, il va tenter de mener une guerre. Et bien sûr, il ne va pas choisir n'importe quel territoire, il va choisir le territoire où le plus grand homme de l'histoire romaine, à savoir Jules César, s'est lui-même cassé les dents. Et vous pouvez le voir, c'est la Bretagne. Je rappelle que ce que j'appelle Bretagne, c'est pour les Romains ce que nous appelons la Grande-Bretagne. Donc, Claude va tenter la conquête de la Grande-Bretagne. Vous pouvez voir ça sur l'Aureus, c'est-à-dire la pièce en or que vous avez à l'écran et dans vos documents. Alors bien sûr, cette guerre, c'est pas Claude lui-même qui va vraiment la mener. Vous avez compris qu'il n'a pas vraiment le physique ni la constitution physique d'un soldat. Bien sûr, il va assister à une bataille ou deux vite fait. En avant, il va donner des ordres, mais il n'est pas question pour Claude de mener cette bataille. Alors est-ce qu'il va réussir à conquérir la Bretagne? Oui, mais en partie difficilement, très difficilement. Les peuples bretons sont très rétifs, ils ne se laissent pas faire. Ça se passe vraiment de façon laborieuse, ça prend du temps, ce sont des demi-victoires, il y a des rébellions sans cesse. On peut dire à la fin du règne de Claude qu'il a conquis la Bretagne. On peut le dire, mais c'est sans brio et avec des difficultés. Juste pour l'anecdote, on nous raconte que ce pauvre Claude,
n'a vraiment pas de chance, puisque au moment où la bataille doit commencer, il doit être présent pour inaugurer cette bataille, etc., etc., il décide de se rendre en Bretagne en passant par la voie maritime. Donc si vous comprenez bien, il va partir du port de Rome, il va traverser la Méditerranée, il va longer les côtes portugaises, espagnoles et gauloises pour remonter jusque en Grande-Bretagne. Et bien sûr, pas de chance, hein. Claude, c'est l'homme qui n'a pas de chance. Il prend une tempête dévastatrice au niveau des côtes de la Gaule et il se retrouve à pied avec la moitié de ses soldats et pas la capacité d'arriver en Bretagne. Donc c'est vous dire, hein, il y a même quelques malchances dans le règne de Claude. Il a choisi la voie maritime alors que la voie terrestre aurait été plus logique et plus sûre. Mais ça montre encore une fois que dans le pouvoir de Claude, il y a aussi un peu de malchance. Je vous laisse donc prendre quelques notes là-dessus, et on continue sur la politique de Claude. Bon, on a bien dit du mal de Claude, on a bien suivi tous les conseils des auteurs antiques, mais il faut quand même lui rendre justice, parce que les historiens antiques ont été extrêmement injustes avec Claude, ils se sont beaucoup moqués de lui, et ils ont oublié de faire un examen objectif de ce qu'il a fait d'un point de vue politique. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors première chose, ce n'est pas un mauvais empereur. Il n'avait pas de charisme, il ne savait pas vendre ses réalisations, mais pour autant, ça n'est pas un mauvais empereur. Si on regarde la politique qu'il a menée, elle est remarquable, notamment en matière fiscale et en matière administrative. Par exemple, il a créé les ministères. Il a assaini le trésor public, donc quand il quitte le pouvoir, les finances sont stables et saines, ce qui n'est pas rien, après Caligula qui avait, lui, dépensé sans compter. De la même façon, il a organisé la vie romaine et comme vous pouvez le voir à l'écran, il a fait créer un port qui s'appelle Portus, à quelques kilomètres que nous avons visité pendant le voyage, parce qu'il avait conscience que le port d'Ostie n'était pas assez fonctionnel et que Rome avait besoin d'un port. Donc il fait construire un port dont il ne reste pas grand-chose malheureusement. Mais en tout cas, il a permis à Rome d'avoir une influence commerciale très importante grâce à ce port. Donc ça n'est pas ça non plus, hein. D'un point de vue économique, il a été un très bon empereur. Dernière chose qu'on peut mettre au crédit de Claude, il a fait évoluer le droit. Je vous l'ai dit, il est né en Gaule, à Lyon, et il a pris une décision fondamentale. Jusque-là, tous les gens issus des provinces, par exemple de la Gaule, ne pouvaient pas accéder au Sénat, c'est-à-dire que les élites gauloises ne pouvaient pas être au Sénat à Rome, impossible. Eh bien, nous avons un texte qui s'appelle la table claudienne, dont vous avez une photo ici. Cette table claudienne, c'est en fait des plaques de bronze sur lesquelles a été retranscrit un discours de Claude prononcé devant le Sénat. Et donc on l'a, il nous en manque une partie de ce discours, mais on en a suffisamment pour savoir de quoi il parle. C'est un discours important hein, puisqu'il a été retranscrit sur des plaques de bronze. Ce discours donc que prononce Claude explique qu'il donne le droit de citoyenneté aux Gaulois. Ça veut dire quoi? Il autorise désormais les élites gauloises à accéder au Sénat. Alors ça c'est une vraie révolution, hein. Il faut quand même voir que les Romains voient dans les Gaulois par exemple un peuple quand même qu'ils ont conquis, mais quand même un peuple moindre malgré tout. Donc pour certaines élites sénatoriales, ça ne devait pas être très très bien vu que cette décision qui autorisait les Gaulois à aller au Sénat. Ça montre que Claude est sensible aux provinces et notamment à celle qu'il a vu naître, la Gaule. Donc si je fais un petit bilan, hein, politique administratif de qualité, il crée les ministères, il assainit les finances, politique commerciale de qualité, il crée un port et des infrastructures, il crée d'autres choses, hein, il ne crée pas que ça, mais il crée au moins ça. Politique administrative, il donne un droit de cité à une partie des territoires conquis. Donc finalement, si on fait le bilan de la politique de Claude, à la fin de son règne, ça a plutôt été un règne paisible, ça a plutôt été un règne de qualité. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retient. On retient tous les bruits de couloir des historiens antiques. Je vous laisse donc faire un petit bilan là aussi sur sa politique. Et nous en avons terminé avec ce cours de latin. On se reverra après les vacances pour de nouvelles aventures.